Mesdames et messieurs, bonjour. On connaissait les Genferei. Maintenant, il va falloir faire avec les Vauderei, voire avec les Zugerei. En effet, l'affaire d'Itli est sur toutes les lèvres. On en parle dans toutes les pintes vaudoises et même au-delà du canton. Et pour décrypter cette affaire, j'ai le plaisir de recevoir 4 députés au Grand Conseil vaudois. Ils sont tous du district de Nyon. Alors, pour parler de cette affaire d'Itli, Amélie Cherboin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée socialiste au Grand Conseil vaudois. Maurice Tréboux, bonjour. Bonjour. Vous, c'est sur les rangs de l'UDC que vous œuvrez. Bien sûr. Et puis ensuite, David Fogel, député Vert libéral au Grand Conseil. Bonjour. Et enfin, Pierre-André Romanence. Alors vous, ce sont les PLR qui vous agitent. Vous êtes député également au Grand Conseil, comme mes 3 autres invités. Alors j'ai envie, en début de plateau, de savoir exactement si vous soutenez Valérie d'Itli dans ses problèmes. Quel est votre sentiment personnel et quelle est la ligne de votre parti, Amélie Cherboin? Alors, soutenir, c'est un grand mot. Nous, ce qui est difficile à entendre, c'est le fait que des décisions puissent être prises sans qu'elles soient concertées par le Conseil d'État. Et ça, indépendamment disons, des positions de Madame d'Itli ou du fait que ces avis soient justes ou pas justes, le fait de ne pas prendre en compte la collégialité, pour moi, c'est le gros problème dans cette affaire. Ça, c'est votre sentiment personnel. Oui. Et le Parti socialiste, comment il se positionne? Alors, le Parti socialiste, il est particulièrement choqué des décisions qui ont été prises en lien avec des annulations de taxation fiscale pour les plus riches, évidemment. C'est quelque chose qui ne peut pas être entendable pour un parti qui défend les petites personnes, les petites gens qui sont en difficulté. Et voilà, la taxation fiscale, effectivement, les finances du canton, on va en parler. Maurice Tréboux, alors vous, votre sentiment personnel et la position de votre parti? Alors, la position de mon parti, on est un parti qui n'est non gouvernemental, donc nous n'avons pas de conseiller d'État. Donc nous sommes restés très attentifs à la situation, mais sans prendre une position véritablement figée. Effectivement, tout le monde le sait, Mme d'Itli était quand même assez proche de notre parti. Elle n'avait pas de groupe politique du centre au Grand Conseil vaudois, donc elle a toujours été proche de notre parti. Quand elle cherchait des appuis, elle venait assez facilement nous trouver pour appuyer ses projets. Donc oui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on lui fait une totale confiance, mais on est attentif à ses prochains rapports. On a bien lu le premier rapport qui est assez accablant, mais on est attentif sans prendre une position, sans la condamner par avance, ça c'est sûr. Et s'ils arrivent à trouver un consensus au sein de ce Conseil d'État, on est prêt à continuer à travailler avec elle, ça c'est sûr. Donc votre position personnelle rejoint celle de votre parti? Et ma position personnelle, tout à fait. J'ai les quelques dossiers que j'ai eu la chance de pouvoir traiter avec elle, ça s'est toujours très bien déroulé. À mon avis, l'appréciation que j'en fais actuellement, c'est qu'elle a été plus maladroite que malhonnête. D'accord. David Fogel, vous non plus, vous n'êtes pas présent pour les Verts libéraux au sein du gouvernement, peut-être pas encore. Quelle est votre position personnelle et la position de votre parti? Moi, j'ai l'impression qu'on s'est pas mal acharné sur des détails. Moi, je trouve pas que le rapport Studer soit si accablant que ça. Et puis, en fait, le fond, il est politique. Et en fait, c'est plus, à mon avis, il y a des maladresses, effectivement. Toujours, quand il y a un conflit entre des personnes, il y a toujours des torts un peu partagés. Mais je pense qu'on a, dans le fond, une approche politique de la question fiscale, en tout cas, qui est en désaccord entre Mme d'Itli et le reste du Conseil d'État. Et c'est ça, le fond du problème. Et après, on va lui chercher des pouces sur des affaires. Il y a des maladresses, il y a eu des choses qui n'auraient peut-être pas dû être faites, mais de là à faire tout ça pour ça... C'est une tempête dans un verre d'eau pour vous? Oui, non, mais on nous avait promis la dynamite avec le rapport Studer. On a plutôt un pétard mouillé, à mon avis. Mais voilà. Alors, Pierre-André Romanence, c'est un pétard mouillé, ce rapport Studer. Votre position et celle de votre parti? Moi, je ne pense pas déjà. La position personnelle, c'est que ça concerne le Conseil d'État.
et on s'en mêle d'un pouvoir qui ne nous concerne pas vraiment au niveau du législatif, parce que le Conseil d'État vit sa vie, hein, comme dans une municipalité. Ils sont là quasiment tous les jours à discuter ensemble avec tous leurs conseils, avec tout ce qui se passe autour d'eux. Et nous, on n'est pas vraiment dedans. Donc, on est en train de discuter d'un sujet qui nous concerne un peu, mais pas vraiment à fond. Maintenant, par rapport au parti politique PLR, alors nous, on a un parti gouvernemental, on a même la présidente de ce gouvernement qui est PLR. Donc c'est clair que ça nous met dans une situation assez délicate, il faut l'avouer, il faut être très clair. Mais de nouveau, on doit dire les choses clairement. Il y a un rapport, ce rapport, il a sa valeur de rapport, et c'est ceci qu'on doit tenir compte. Il y a des éléments qui sont assez délicats. Maintenant, c'est au gouvernement de le régler, et j'espère, sincèrement, le PLR tout entier espère qu'on arrive à régler ce problème maintenant à l'intérieur de ce gouvernement, de répartir des départements, de repartir sur des bonnes bases, et de reconstruire quelque chose que toutes les Vaudoises et Vaudoises attendent. Maintenant, parce qu'une guerre comme ça, si on la continue, le PLR ne va pas aimer ça, je vous le dis franchement, et on ne pourra pas continuer de cette manière-là. Et voilà. Alors évidemment, j'ai 4 députés, vous faites partie de 4 partis, mais Valérie Ditely est la seule de son parti à être présente au sein du gouvernement, mais également, elle n'a pas de groupe au sein du Parlement. Pour trouver quelqu'un du centre, à Nyon, il faut aller vers le président de la section nyonnaise du centre, Mario-Charles Pertusio. On l'écoute et on écoute son avis sur l'affaire Ditly. Évidemment, on a envie de vous demander comment vous ressentez l'affaire Ditly au sein du centre. Alors écoutez, je vais paraphraser ce qu'a dit Charles Julliard, donc vice-président du Centre suisse. Cette affaire, elle est effectivement regrettable. Elle est regrettable dans le sens où effectivement, ça met tout le monde en émoi. Les politiciens au niveau du Conseil d'État, la population également, parce que ça n'est pas une belle image que le Conseil d'État montre, mais effectivement, laissons faire effectivement la justice, donc le ministère public. On va laisser le temps au temps. Voilà. Si Mme Ditly a fauté, on le verra bien. Donc laissons. Moi, j'ai une grande confiance, comme plein de gens, sur la justice vaudoise. Donc elle va travailler. Maintenant, la question qu'on peut se poser, que tout un chacun peut se poser, c'est effectivement pourquoi et comment se fait-il que l'Alliance vaudoise, dans le mot alliance, il y a allié. Alors, comment se fait-il, effectivement, et quel intérêt, finalement, du PLR vaudois de se séparer, qu'à échéance, si Mme Ditly devait, si c'est avéré qu'elle ait fauté ou qu'elle ait commis des erreurs graves, qu'elle puisse démissionner, quel intérêt a le Parti libéral vaudois de casser cette alliance, sachant que les élections cantonales, c'est en 2027. 2027, c'est dans un petit moment, dans 2 ans. Et si Mme Ditly devait démissionner, si ça devait arriver, il y aura bien évidemment, je ne suis pas politologue, mais ça semble évident qu'il y ait une élection complémentaire. Et là, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'Alliance de droite, c'est 4 conseillers d'État, à savoir Mme Christelle Lusier-Bredard, à savoir M. Frédéric Borloo, Mme Isabelle Moret, puis également Valérie Ditly. Et en face, 4 conseillers d'État de droite. De droite, c'est ce que je viens d'évoquer, l'Alliance vaudoise. Et puis en face, dans le même collège gouvernemental, nous avons 2 personnes de gauche, socialistes, qui sont Mme Nouria Gorité, Mme Rebecca Ruiz, et un vert qui s'appelle M. Vassili Venizelos. Donc c'est aujourd'hui 4-3. Donc quel est l'intérêt finalement du PLR à ce qui est, qu'à échéant, une élection complémentaire? Je pose juste la question. Voilà, Pierre-André Romanence, il faut y répondre à cette question. Quel est l'intérêt du PLR dans cette affaire Ditly? Mais justement, il n'y a pas d'intérêt partisan derrière ceci. Voilà, Mme Ditly, elle a causé quelque chose qui est un peu délicat dans ce gouvernement, et puis il n'y a pas une affaire de parti absolument derrière ceci. Moi, j'y crois pas du tout. Le PLR ne cherche pas à diviser une alliance qu'il a créée, je crois que ce n'est pas son but, et puis il ne cherche pas à avoir des élections complémentaires. Je crois qu'on se trompe complètement pour moi. Le PLR veut qu'un gouvernement fonctionne, et je suis absolument persuadé. J'ai été municipal, j'ai été syndic, et je pense parler en connaissance de cause aussi quand on a un collège gouvernemental. C'est le cas ici pour le Conseil d'État. On veut fonctionner ensemble. C'est faux, le côté hyper partisan autour de la table. Il est entièrement faux. Pour ceux qui ont participé à une municipalité, ils le savent. On doit trouver un consensus, on doit trouver quelque chose qui nous amène à défendre la politique de ce canton ensemble. Et des fois, c'est un peu à gauche, un peu à droite, mais c'est l'ensemble du collège, en tout cas, qui sort vainqueur de ces décisions qu'il prend.
Il faut arrêter de diviser le plénum. Il n'y a pas de complot. Pardon ? Il n'y a pas de complot du PLR pour du PLR. Je ne sais pas, c'est ce que je comprends un peu. Qui profite le crime Ouais, c'est ça, ouais. Alors, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi il profiterait. Non, il n'y a aucun complot, rien du tout. C'est juste quelque chose qui est arrivé par rapport à une situation. Et aujourd'hui, on en fait face. Et on a une responsabilité, en tout cas, le PLR, au niveau du collège gouvernemental, a une responsabilité, il la prend, il l'assume, et voilà, il explique les choses, c'est tout. Mais après, c'est un collège, je le répète, et vivement qu'il redevienne collège. Vivement qu'il redevienne collège. Amélie Cherboin, Maurice Trebout, Valérie Ditli avait doublé vos candidats lors de l'élection au Conseil d'État. Pour vous, ça ne profite pas au PLR. En tout cas, c'est l'avis de Pierre-André Romanens. Mais pour vous, ça profite à qui? Ça profite aux socialistes, par exemple, Amélie Cherboin? Alors évidemment que non. La difficulté pour Madame Ditli, probablement ce qui a aussi favorisé son élection, c'est qu'elle s'est présentée sous la bannière du centre et que dans le canton de Vaud, le centre, c'est quelqu'un qui est un peu entre les socialistes et le PLR et qui pourrait avoir un peu une position un peu transversale, raison pour laquelle, pour moi, le département des finances qui lui a été confié était le bon département, parce qu'elle faisait, disons... du bon travail. Elle présidait un département transversal avec, parfois d'un côté, parfois de l'autre, comme se doit quelqu'un du centre. Or, le centre Tsugois, visiblement, est plus à droite que le plus à droite des PLR de ce Grand Conseil. Donc, c'est là où il y a eu un peu, probablement, tromperie. Sur la marchandise. Sur la marchandise. D'accord. Maurice Trebout, vous êtes d'accord avec Amélie Cherboin? Alors, je suis d'accord. En tout cas, mon parti n'y voit aucun intérêt d'une éventuelle démission. Nous, on veut terminer cette législature avec... on a aussi soutenu Valérie Ditli. Il faut pas... Voilà, elle était aussi en billet commun avec notre candidat Michael Buffa. Donc, on a aussi soutenu. On a soutenu son entrée en fonction. Et puis, on n'a aucun intérêt à une élection complémentaire. Ça, c'est clair, parce qu'il faut qu'on termine cette législature avec une majorité de droite. Donc on espère, comme mon collègue, que tout va se remettre à plat. Et que... Vous auriez peur que l'Alliance de droite, s'il y a une élection complémentaire, perde ce siège. Sauf erreur, le centre, c'est quelques pourcents, entre 3 et 5%, même pas, puisqu'ils n'ont pas eu le quorum. Il faut quand même être clair, Madame Ditli a été élue peut-être parce qu'elle faisait partie de l'Alliance de droite, mais aussi parce que c'était une femme jeune, dynamique, qui avait ses contacts, qui plaisait, qui sortait beaucoup, qui charmait par sa capacité d'entendre les jeunes, d'entendre la jeunesse. Je pense que ça l'a beaucoup aidé pour l'élection. Et à moins de retrouver un candidat qui ait ces mêmes capacités ou un candidat exceptionnel, je pense que la droite aurait de la peine à maintenir sa majorité. David Vogel, c'est une bonne occasion, éventuellement une élection complémentaire pour les Verts libéraux? Mais la question ne se pose pas comme ça, à mon avis. La question, c'est est-ce que c'est bon pour le canton? Et là, actuellement, les bisbilles ne sont pas bonnes. Ça, je crois que tout le monde l'admet. Puis après, quand on parle d'une affaire, quand on compare les affaires vaudoises aux autres affaires dans d'autres pays, je veux dire, on n'a pas grand-chose. On a quoi? On a un mail de Madame Ditli qui demande, c'est ça en fait, dans le fond, qui dit est-ce qu'on ne devrait pas suspendre les taxations le temps qu'on trouve une solution? C'est ça. Ça, c'est le fond de l'affaire. Ça, c'est le fond de l'affaire. Et puis après... elle envoie ça à sa responsable des finances, qui, ne lui répond pas, et finit par envoyer ça à Mme Gorit en disant « Regardez les mails que je reçois, c'est horrible, Mme Ditli ». Si on était dans un fonctionnement normal, il se serait passé quoi? Elle lui aurait dit « Est-ce qu'on peut suspendre ces taxations et puis revoir le problème du bouclier fiscal ?» C'est ça le fond du problème. Il y a des gens qui sont trop taxés, en gros. Ils gagnent un montant et puis ils doivent payer exactement le même montant en impôts. Alors, c'est des gens très riches, ça ne concerne pas grand monde ici, mais c'est quand même un problème qu'elle voulait régler. Et si l'administration fonctionnait comme il faut, elle aurait fait quoi? Elle aurait dit « Écoutez, je ne peux pas, ce n'est pas légal ». C'est tout. Et là, il se passe quoi? On se rend compte que Mme Kellenberger, qui est à la tête du département, renvoie le mail à Mme Gorit, qui a dit « Mais voilà, c'est horrible, je suis mauvais ». Et puis en fait, non, si elle avait fait son travail, elle aurait juste dit « Écoutez, c'est pas possible ». Les conseillers d'État passent leur temps à demander des trucs, on dit mais illégaux à leur administration, et leur administration leur dit « Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, ça vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire ». C'est comme ça que ça marche.
parce que les conseils d'État ne peuvent pas tout savoir. Et en l'occurrence, le cœur du problème, c'est ça. Après, il y a une question de confiance à l'interne. Là, elle est en tout cas maintenant brisée, ça c'est assez sûr, entre le Conseil d'État et Mme Ditli. Il faut la reconstruire pour le bien de tout le monde, aussi humainement, hein, parce que c'est dur pour tout le monde, hein, pour Mme Ditli, mais aussi pour le reste du Conseil d'État. Mais il y a une question de confiance à retravailler, mais le fond de l'affaire, honnêtement, il y a rien. En fait, demander finalement des pas... avis externes, quelque part, c'est de la politique, Pierre-André Romanon. Alors, je comprends. Oui, je peux revenir aussi. Je peux venir aussi dans cette affaire qui n'est pas extraordinaire. Seulement, il y a un élément qui est vraiment fondamental. Quand vous êtes dans un collège autour d'une table et puis vous décidez d'attendre, de faire les choses ensemble, de mettre un timing à ces choses, pourquoi une personne seule va tout d'un coup déclencher quelque chose? C'est ça qui a vraiment rompu la collégialité. C'est cet effet-là qui est dangereux. Parce que si chacun il va à sa petite information personnelle, où il le veut, avec des mails qu'il veut et quand il veut, alors le gouvernement ne fonctionnera pas. C'est juste ça qui est reproché. Il faut reconnaître ce problème-là. Et puis ensuite, on revient quand même à l'origine de deux, trois choses qui étaient un peu délicates au sein, justement, du Conseil d'État. Et on dit, bon, on va répartir les départements différemment, parce qu'on voit que c'est peut-être pas, voilà, on n'a pas fait juste au départ. On va revoir le problème, repenser le problème. Et c'est bon, ça se fait c'est souvent, hein, soit dans l'économie privée, soit aussi en politique. On redistribue un peu les cartes, on repositionne les gens pour mieux fonctionner. Mais c'est ça qu'on doit faire. Même Mme Ditli, elle a juste claqué la porte pour dire « Non, moi, ça ne me va pas. Je ne sais pas quelle situation elle a créée. » Alors, c'est dommage. Et c'est dommageable. Et c'est juste ça. Il ne faut pas dire c'est rien. Il ne faut pas dire c'est beaucoup. Simplement, il y a un problème. On le règle ensemble. Et là, il y a eu cette rupture de collégialité qui était quand même quelque chose d'assez délicat. Oui, mais dans un collège. La rupture de collégialité, elle arrive à la fin. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, le problème, il est en amont. Et c'est le fait que l'administration parti fiscal jouait contre Mme Ditli. Et c'est ça le cœur du problème. Si, le Conseil d'État, à mon avis, aurait dû être plus transparent. Il aurait dû dire, écoutez, nous, on a une position sur les 12% où on ne veut pas faire de contre-projet, on ne veut pas bouger. Mme Ditli est toute seule dans son cas à vouloir faire quelque chose, à vouloir négocier, discuter avec les autres, ce qui est tout à fait normal. Si vous n'allez pas discuter avec vos opposants, il ne faut pas faire de politique, il faut planter des navets. Donc, elle a absolument raison de faire ça. Ils auraient dû dire, on n'est pas d'accord avec Mme Ditli, on ne veut pas la mettre en position de dire le contraire de ce qu'elle pense, et on réorganise pour des raisons politiques. Et là, en fait, ils ont attendu de trouver un mail, monter une affaire en épingle, pour faire en fait un psychodrame, alors qu'on aurait pu, et on aurait dû, à mon avis, le régler avant, et puis dire clairement les choses. C'est que le PLR, en l'occurrence, est plus à gauche que Mme Ditli, même si ça ne me semble pas comme ça évident de prime abord. Et puis dire, voilà, bon, on n'est pas d'accord, on le retire ça pour des raisons politiques. Ils auraient dû assumer. On a l'impression, quand même, tout tourne autour de la personnalité de Valérie Ditli, malgré tout, arrivée au Conseil d'État à 30 ans, et puis qu'on entend régulièrement surnommer la petite, celle qui suit le gouvernement. Où est Valérie? Ah, la petite s'est perdue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème, je dirais, générationnel entre cette jeune femme et puis d'autres personnes qui sont rompues à l'exercice politique, qui connaissent tous ces méandres, Amélie Cherboin? Non, je pense qu'il faut pas aller dans le sens de la victimisation. Madame Ditli, elle a quand même un doctorat en droit fiscal, elle sait exactement ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Elle a joué la rupture de collégialité, ça c'est clair, et ça c'est quelque chose qui pour moi est inacceptable. Il y a quand même une probable violation du secret de fonction. C'est pas à la dernière minute que ça s'est passé. Ces choses-là, ça fait un moment que ça dure. Et puis surtout, il y a une méconnaissance des us et coutumes du fonctionnement vaudois. Le canton de Vaud aime la concordance, aime quand on travaille sur du compromis. C'est ce qui permet un peu de partager et d'éviter l'arbitraire dans les décisions. Et Madame Ditli, elle n'a pas joué le jeu, elle n'a pas respecté ce qu'attendent les Vaudois. Et la preuve, effectivement, le couple Roulis-Maillard, ce n'est pas pour rien qu'il a duré aussi longtemps au Conseil d'État et qui maintenant, le peuple a envoyé, j'ai envie de dire, le couple ensemble au Conseil des États. Parce que
cette alliance-là, cette manière-là de fonctionner. Voilà, et les Vaudois entendent ça. On a l'impression de vivre, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire qui avait agité Nyon, l'affaire Elise Bockel. On a l'impression de vivre une affaire Elise Bockel, mais au niveau cantonal. Oui, mais le fond, c'est qu'il y a un problème politique. L'affaire Buckle, c'était une question plus de personnes. Oui, mais est-ce que c'est une question non, de moi, personnes? Je pense que c'est le problème politique qui est sorti sur la question plus relationnelle. Un des défauts, probablement, qu'on reproche à Anne-Edith Lie, c'est qu'elle est jeune, c'est qu'elle a des convictions, qu'elle est prête à les défendre, qu'elle ne se couche pas quand tout le monde va contre elle. Elle tient des positions, et ça fait beaucoup de défauts pour une seule femme. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on lui fait un procès, parce qu'en fait, il y a des questions politiques derrière. Et à mon avis, c'est ça le problème. Et puis, juste sur le secret de fonction, je rappelle juste, vous avez dit qu'il y avait un secret de fonction, que probablement, le rapport dit, je cite, il y a un si le Conseil d'État n'a pas levé le secret de fonction, se poserait, conditionnel, alors la question de savoir s'il y avait on est vraiment dans la sculpture sur nuage. C'est M. Studer, c'est les socialistes. Hein, David Vogt, j'ai l'impression que Pierre-André est très énervé. Le rapport a été commandé déjà par l'ensemble. C'est pas une personne qui commande ce rapport, c'est l'ensemble du Conseil d'État qui le commande et qui est d'accord. Madame Ditli était d'accord d'avoir ce rapport fait par M. Studer. Donc elle était à l'origine aussi de cette volonté-là, et c'est quand même assez fort. Après, le compromis dynamique connu de Brouillard et Malice, nommé, mais enfin, voilà, le peuple vaudois, c'est vrai, il s'y reconnaissait là-dedans, et c'était bien. Mais je répéterai, aujourd'hui, on doit faire fonctionner un collège. Arrêtez de dire, mais Madame Ditli a fait ceci, ou cette personne a fait cela. C'est le collège qui fonctionne ensemble. Et si c'est pas comme ça, le canton de Vaud part à volo, je vous dis franchement. Alors on doit régler ce problème. C'est Madame Ditli qui détient la solution pour le régler. Alors elle se met autour de la table. C'est quoi? C'est une démission? Non, je ne parle pas de démission. Personne ne la demande. Personne ne demande la démission de Madame Ditli. En tout cas pas moi, ça c'est sûr. Mais elle doit régler le problème. On contenter de l'agriculture et puis pas faire de vagues, peut-être des petits bouts de départements. Non, mais qui a dit ça? Non, je pose la question. Hein. Les départements vont être redistribués. Il y a assez de travail, je pense. Après, il faut reprendre les choses. Et du boulot, il y en a. Et c'est pas un petit département comme ça qu'on lui donne. Mais non, c'est faux. Personne n'a jamais dit ça non plus. Ce sera un département certainement assez conséquent avec du job. C'est bien. Et puis voilà, c'est pas grave. Combien de cantons ont connu des redistributions à l'intérieur du Conseil d'État? Il y en a plein. Hein. C'est pas la première fois que c'est souvent en situation de crise quand même. C'est rarement quand ça va bien qu'on redistribue. Qui aujourd'hui, il y a ce rapport. Il y a le rapport qui va déboucher sur quelque chose encore. On verra parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais maintenant, là, ça doit fonctionner. En tout cas, 52% apparemment des Vaudois, selon un sondage du 24 heures, ne veulent pas qu'elle démissionne. Et Valérie Ditli, elle, joue la carte de la communication. Je crois que certains d'entre vous étaient à l'inauguration de l'éco-chai de Schenk. Elle y était, Andrea Braslopo y était également, et elle lui a tendu le micro. Quel message aujourd'hui vous faites passer justement en étant là aujourd'hui et en prenant position? Pour moi, c'est important de continuer à faire mon travail, de ramener tout ça à une certaine normalité. C'est les institutions qui doivent fonctionner. On doit avancer ensemble. On doit essayer de trouver des solutions. Et puis, c'est avec cet esprit-là que je suis là aujourd'hui et puis que je continue à travailler pour notre canton. Avec un verre de blanc, ça passe toujours mieux? On est ici aujourd'hui à une inauguration d'un monument historique, presque déjà aujourd'hui pour le canton de Vaud, autour du vin. Vu que j'ai le dicaster où il y a le vin dedans, c'est un immense plaisir pour moi de participer à cette inauguration. Voilà, en toute décontraction, la carte de la communication, se montrer dans les événements. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle devrait, j'allais dire, être plus humble dans sa communication? Ou est-ce qu'il faut y aller, franchement, Maurice Trebout? Alors, il semblerait qu'elle ait quand même gardé un capital de sympathie auprès des Vaudois. Hein. On dirait quand même, tout à fait. On sait qu'elle a le département de l'agriculture, elle a très bien agriculture, viticulture, elle a très très bien travaillé. Elle a, je crois, toujours des très bons contacts avec l'administration, la DGAV, l'administration de l'agriculture du canton de Vaud. Donc pour l'instant, c'est un département où les contacts... On dit que c'est facile, hein, le département de l'agriculture.
Oui, c'est facile parce que les agriculteurs. Non, c'est pas facile. Les agriculteurs sont conciliants, c'est pour ça que c'est facile. Ouais, parce qu'elle est proche du décès, c'est pour ça. Voilà, mais aussi peut-être parce qu'elle est proche, voilà. Mais elle est aussi quand même fille d'agriculteur à Azouk, mais fille d'agriculteur quand même, donc elle avait quand même une certaine habitude de l'environnement. D'agriculteur biologique, ce qui plaît peut-être Voilà. pas forcément. Ouais. D'ailleurs, à l'UDC, quoi. Non, après, elle a peut-être été aussi maladroite. Elle est ressortie assez très rapidement en public. Elle a même, il semblerait, quitté une séance du Conseil d'État un mercredi matin pour être présente à Morges le mercredi après-midi. À mon avis, moi, je ne l'aurais peut-être pas fait. C'est peut-être un peu maladroit de se dire un matin, on n'est pas bien le matin, puis on est tout de suite mieux l'après-midi. Ça, c'est peut-être assez maladroit. La sortie l'inauguration chez la Maison Schenck, qui était un petit peu plus naturelle. Voilà. C'est vrai que cette arrivée-là, cette conférence de presse avec des lunettes noires, hein, elle a marqué tout le monde. On a l'impression d'avoir une star à Cannes qui déboule. Vous trouviez cette image comment? Est-ce qu'elle vous a plu si on analyse cette image, l'arrivée avec des lunettes noires, s'asseoir, on sent qu'il y a des tensions, il y a des conseillers d'État qui ne parlent pas, qui ne prêtent pas part à la discussion. On a presque l'impression qu'il y a une vraie tension entre Christelle Luzier-Brodard et elle, que c'est presque finalement un combat entre ces deux personnes. Moi, je ne sais pas si c'est un combat, je ne suis pas spécialisé en com, donc je n'ai pas de conseils à lui donner. Mais je pense qu'elle maîtrise quand même assez bien le storytelling, quand même. Je pense qu'elle arrive assez bien à faire ça. C'est en partie ce qui lui est un petit peu reproché, c'est de ne pas baisser la tête et de pleurer chez elle toute seule. Donc, elle se bat, en l'occurrence. Après, quand vous dites qu'il y a une certaine tension, oui, il y a une tension, puis c'est compliqué à vivre humainement pour tout le monde. Donc, on dit, mais personne n'a à gagner, et en particulier pas elle, à ce que la situation s'envenime. Donc, je pense qu'il faudrait trouver une certaine normalité. Quand elle arrive, effectivement, avec le Conseil d'État, c'est quand même du 6-1, quoi. Enfin, elle est toute seule contre les 6. Enfin, c'est quand même compliqué. Il faut arriver à casser ce 6-1 pour retrouver une sorte d'union. Elle a des alliés au sein du Conseil d'État ou elle est vraiment toute seule? Alors moi, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Bon, vous la côtoyez, je ne sais pas, vous avez des bruits de couloir. Mais elle a des alliés. Je répète, le Conseil d'État doit faire corps. Après, c'est Mme Ditli qui s'est séparée du Conseil d'État. Il faut juste remettre l'église un peu au milieu du village, parce qu'on est en train de déraper, là. Et je pense que Mme Ditli, voilà, elle a commis une erreur ou une faute, on peut l'appeler comme on veut, et puis elle le reconnaît du reste. Après, on dit rupture de collégialité. Après, on a transmis des documents et tout ça, je ne sais rien, il faudra voir un peu ce qui a été transmis ou pas transmis, exactement. Mais maintenant, c'est à elle de faire un effort pour dire, OK, on va revenir, on va trouver des solutions, ou bien alors je ne veux pas rester ici. Mais c'est compliqué, parce qu'on a l'impression que les 6 qui font leur job, ils sont coupables de quelque chose. Moi, je ne dis pas du tout. Et s'ils font corps, les 6, lors de la conférence de presse, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être là, ça se voit. Ils ont envie d'être vraiment ailleurs. Et puis, Madame Luzier-Brodard prend le lead, parce que c'est la syndic, c'est la présidente du Conseil d'État. Donc, elle doit se mettre en avant, c'est normal. Il faut arrêter de faire des choses qui sont complètement irréelles. Moi, je pense que le Vaudois et les Vaudoises, ils n'aiment pas la situation qui est là. On n'est pas prêt à ça. Alors, c'est vrai qu'on peut comparer à des choses qui se passent dans d'autres pays ou sous d'autres horizons, mais ce n'est pas du tout le Vaudois. Ce n'est pas pour nous, ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'effectivement, le Vaudois n'aime pas ça, n'empêche qu'il y a tous les ingrédients pour un bon feuilleton. Hein. Il y a Valérie Ditli, il y a Pascal Broulis, il y a Christelle Luzier-Brodard. On a lu des articles où Patrick Depreux s'énerve, donc l'ancien président de Quai Club de Lausanne. Il y a aussi Marilyn Kellenberger. Il y a quand même... Pardon ? Bernard Nicot, Bernard Nicot, par exemple. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que là, alors, pour les adeptes de la théorie du complot, on est dans le deep state, l'état profond, que les gens ont l'impression que les racines sont très profondes, que tout le monde s'est arrangé un petit peu pour lui donner ce département des finances en lui laissant des pots de bananes. Et ces pots de bananes, elles sont laissées par Pascal Broulis, qui a tenu les finances pendant 20 ans. Voilà, c'est ça ce que les gens comprennent en dehors de l'aspect technique. Il n'y a pas du tout de théorie... Enfin, théorie du complot, j'y crois pas.
Il y a une erreur de M. Broulis en 2021 qui a été d'ailleurs avalisée par le Grand Conseil. Personne n'y a vu et ça a changé la question du bouclier fiscal. Ça, je crois, tout le monde l'admet. Non, et pas forcément. je suis pas sûr. D'accord, c'est pas une erreur. Une erreur. Il y a eu une discussion, c'est passé au Grand Conseil. Il y a eu une réévaluation de la fortune. Et tout le monde admet que c'est une erreur. Aujourd'hui, mais on n'en sait même rien, parce que je rappelle qu'aucun chiffre n'a jamais été posé sur la table. On n'a aucun élément pour s'assurer, pour voir si vraiment ces personnes-là, cette petite frange des 3500, il y en a, c'est même pas les 3500, c'est quelques-uns qui sont touchés par la réforme qui avait eu lieu effectivement en 2022, qui modifiait le socle du calcul pour les revenus et la fortune de ces personnes-là, notamment en imposant de manière un peu plus forte les personnes qui bénéficiaient de revenus liés à notamment des revenus immobiliers pour des sociétés qui sont évidemment pas taxées en bourse. Parce on que, dérape, on part politique, là, on est parti dans la politique. Non, attention, j'essaie je ne vais pas essayer de dire ça, mais j'essaie c'est pas d'expliquer possible. simplement. Beaucoup, non, là, j'essaie simplement d'expliquer que c'est factuel. Le calcul, c'était d'augmenter la masse fiscale des personnes qui sont aujourd'hui sous bouclier fiscal. Et cette question-là, alors que certains n'aient pas vu passer le POC, ça je veux bien l'entendre, mais enfin, c'était quand même un des objectifs parce que les personnes qui sont propriétaires d'une société qui... Ils sont trop taxés. Voilà, mais qui ne sont pas taxés en bourse, mais qui sont dans des sociétés notamment immobilières. C'est ces nouvelles manières de faire de l'argent avec des sociétés immobilières qui ne sont pas aussi facilement évaluables au titre de la fortune. On ne sait pas combien ça vaut exactement. Donc, il y a eu ce réajustement que M. Broulis a voulu faire. C'était, à mon avis, il ne s'est pas du tout trompé, il savait exactement ce qu'il faisait. Maintenant, voilà, il y a eu... On est en train de revenir dessus, donc c'est qu'il y a eu une erreur. Mais on ne revient pas dessus. C'est une volonté politique, effectivement, de dire non, on pense que peut-être... C'était confiscatoire, ça devenait confiscatoire, c'était quand même un problème. On a demandé des chiffres, on a demandé des chiffres, on le sait. Si on corrige, c'est parce qu'on a fait une erreur. Oui, on ne corrige pas parce qu'on a fait on est en juste. train de le corriger. Parce qu'on a fait une boulette. Moi, je ne pense pas du tout que c'est un plan secret de M. Broulis. Je pense que c'est une erreur. Et puis après, c'est Mme Ditli qui essaye de récupérer, des fois maladroitement, j'en conviens. Et puis, la conclusion du rapport disait que ça allait... Voilà, il fallait changer quelque chose. Le Conseil d'État s'est dit, bon, changer quelque chose, c'est enlever les finances à Mme Ditli. Moi, j'aurais plutôt fait le ménage au sein de son département, où il y a des gens qui, manifestement, ne roulent pas pour Mme Ditli. Et ça, c'est problématique. Je ne peux pas entendre ça. Ça, c'est dans le rapport, je vous le donne. Ouais, Je vous le donne. Alors, il y a Mme Kellenberger qui est plusieurs fois notée comme étant problématique. Les gens qui payent quand même... Il faut lire les rapports. Mais ils sont tous en arrêt maladie, tellement ils ont été mis sous pression, ces pauvres personnes. Énormément d'impôts. Et il faut faire très attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait dans ce canton aussi par rapport aux personnes qui sont fiscalisées à hauteur de beaucoup de chiffres et qui apportent une manne extraordinaire, quasiment 80% dans ce canton de Vaud. Donc attention aussi, et c'est pour ça qu'on veut corriger, parce qu'on a peut-être été trop loin, et puis ça passait dans un paquet, ça passait avec... Voilà, et on n'a pas vu vraiment le détail, et aujourd'hui on corrige. Et c'est bien de corriger. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en toile de fond, en fait, les finances cantonales vont mal. Tout le monde. Et c'est ça, en fait, le détonateur, non, Maurice? Oui, effectivement, un environnement est quand même pas favorable. C'est vrai. Il y a cette initiative des 12% qui va arriver. On a baissé de 7%. L'UDC a proposé de baisser de 7% la fiscalité des Vaudois. L'UDC soutient l'initiative à 12% depuis le début. Donc, elle a soutenu la récolte des signatures. Donc, voilà, il y a vraiment cet environnement qui fait aussi que tout le monde se dit si on perd encore plus d'argent, on ne va pas arriver à vivre. Ça. Parce qu'effectivement, si tout allait bien, si les finances étaient florissantes, est-ce qu'il y aurait une affaire Ditli? Oui. Oui, je pense quand même. Oui. Ça n'a rien à voir. Je pense quand même. C'est le fait que on l'aurait peut-être plus facilement fait passer, non? Décide de modifier quelque chose au niveau législatif et au niveau des calculs. Non, elle envoie un mail. Elle envoie un mail à sa chef de service qui ne lui répond pas, qui envoie le mail à Mme Gorit. C'est ça qui se passe. Tout avait été discuté pour que ce soit mis au Grand Conseil, qu'il y ait une décision. Le Grand Conseil a voté en 2011. C'est au Grand Conseil de décider de faire différemment. Peu importe les partis. La droite est en majorité
majoritaire, vous avez accepté cette modification et ça s'est fait dans le bon sens. Mais ce n'est pas possible que quelqu'un décide par derrière, sans passer en essayant de passer par-dessus une décision du Grand Conseil pour essayer de modifier les choses de manière détournée. Ça, c'est pas... Alors qu'on veut les modifier, alors qu'on est d'accord de les modifier. Alors qu'on a tous voté, même si, à gauche, on n'était pas forcément d'accord, parce que la preuve de l'aspect confiscatoire n'a pas été démontrée. Mais enfin, admettons, moi, je me rallie à la majorité. Eh bien, c'est pas possible qu'une personne puisse décider différemment. Elle a décidé puisqu'elle a demandé clairement d'annuler toutes les taxations. Et c'est pas vrai que c'était de voir si éventuellement, ça c'est du narratif de ses conseillers de com, mais clairement dans le rapport Studer. Là, on est dans la com. Hein. Là, on est dans le clairement en rapport train de faire de la Studer, com. il a été très clair en disant non, le mail dit clairement qu'elle a demandé à ce qu'il y ait un recalcul. Arrêt temporaire des taxations des contribuables au bénéfice du bouclier fiscal afin de permettre de trouver une solution transitoire. Oui, mais, tout. mais un arrêt, ça veut dire qu'il rentre à nouveau dans la possibilité de bénéficier... C'est une solution politique, c'est ça. C'est maladroit. Alors moi, c'est de la rétroactivité, alors que, jusqu'à preuve du concret... vous étiez pour la rétroactivité ce matin. Justement, et vous, aujourd'hui, vous ne l'étiez pas. Donc, par contre, là, on l'est. C'est ça la vie de député. On s'exprime. En entendant Maurice Rebaud essaie de s'exprimer également. Est-ce que l'UDC va faire entendre sa voix? On ne sait pas. Mes deux collègues représentants de partis gouvernementaux. Ah non, pas. Non, mais mes deux collègues. Ah d'accord, oui, d'accord, la diagonale. Diagonale, voilà, qui une position qui soutiennent le rapport, les contenus du rapport Studer, voilà, on peut l'exprimer comme ça. Oui. Ça me rappelle un petit peu la formation des pompiers. Dans la formation des pompiers, on dit une solidité d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. D'accord. Et quand vous parliez de son entrée de Mme Dietly à la conférence de presse, un maillon de plus faible, plus en plus vous êtes au centre, partie du centre, au centre de la chaîne, puis qu'il y en a deux qui tirent des deux côtés, il y a un moment ça casse. Alors, moi j'ai un peu cette image-là. Donc le PLR et les socialistes tirent des deux côtés. J'ai quand même un peu l'impression qu'on a tiré beaucoup sur ce maillon-là. C'est un bouc émissaire pour vous. Ce maillon-là. Non, je ne crois pas. Pas du tout. Non, je demandais à M. Chobou. C'est un bouc émissaire pour vous, Valérie Dietly, ou pas? Alors, j'ai dit elle était maladroite. Certainement maladroite, pas malhonnête. Et maintenant, c'est un bouc émissaire qu'on essaye de... Non, pas du tout. Mais quel intérêt? Qui profite le crime? Quel intérêt? Il profite soit aux socialistes, soit au PLR, non? Non, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je laisserai Mme Chirmois s'exprimer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de choses machiavéliques derrière. Il faut des organisations incroyables pour faire tomber une personne. Pas du tout. Je crois que c'est comme ça s'est passé. On est dans une réalité. Et soit on trouve une solution, ou si on ne trouve pas de solution. C'est simple, c'est très simple. Il faut arrêter de monter des monstres affaires alors qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Alors, maintenant, on va parler de ski, parce que ça fait quand même beaucoup parler. En dehors du canton de Vaud, on a vu ce papier de Mauro Poggia dans le Blick, ce Ferrer, qui a été énormément commenté. Alors, lui, il est conseiller aux États MCG. Il faut rappeler qu'il est quand même ex-PDC, l'ancêtre du centre. Ça, on ne l'a pas beaucoup entendu. Mais il dit ce rapport, donc ce fameux rapport de Jean Studer, n'est pas une analyse exhaustive de la situation, il n'est pas un avis de droit et il n'est pas non plus le fruit d'une enquête administrative. Alors finalement, il est quoi ce rapport Studer qui a mis le feu aux poudres? Alors, vous pouvez le lire le soir avant de vous coucher, parce que c'est assez indigeste à lire. C'est une espèce de suite de points qui répond à des questions, etc. Donc, je vous encourage à le lire si vous avez des insomnies. Mais en fait, effectivement, c'est pas une enquête, c'est pas vraiment un rapport, c'est pas un avis de droit, on sait pas très bien ce que c'est. Et pour moi, le problème, c'est que le Conseil d'État se cache derrière le petit doigt du rapport Studer pour prendre des décisions qu'il veut pas assumer. Et c'est ce que moi, je le reproche, c'est qu'ils auraient dû dire, voilà, politiquement, on n'est pas d'accord et on décide de faire comme ça. Dans le rapport Studer, vous pouvez le lire, il y a une série d'attaques contre l'administration fiscale qui ne joue pas le jeu, qui ne répond pas, qui est hors des clous et qui, c'est des professionnels, ils font ça toute la journée, et qui ne respectent pas le droit, dit je ne veux pas donner cette information
à ma chef des finances, en l'occurrence à Mme Ditli, parce que je crois que je n'ai pas le droit de le faire. Or, c'est marqué dans le rapport qu'elle ne répond pas aux attentes et que dans ce genre de fonctionnement, ça ne marche pas. Le Conseil d'État s'est dit, puisque c'est comme ça, il faut retirer les finances. Et puis, moi, j'aurais fait une autre interprétation. J'aurais virer l'administration. Finalement, la personne en charge de l'administration est partie en retraite anticipée, ce qui veut dire une jolie formule. En bon vaudois, ça veut dire qu'elle a été virée, mais elle restera en place quand même jusqu'à ce qu'il y ait son successeur. Et je pense que là, ils auraient dû agir. Ils auraient dû agir plus tôt parce que les problèmes, ils datent pas d'hier. Il y a quand même des fois des réponses. Est-ce que le Grand Conseil aurait dû agir plus tôt? Parce que vous entendez les bruits de couloir, vous êtes parfaitement au courant au sein des partis de ce qui se passe. On entend des bruits de couloir, mais on ne peut pas. C'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. C'est pas votre rôle. Ouais, c'est à notre place. Une interpellation, que se passe-t-il au sein? Vous savez, un Conseil d'État qui veut venir au Parlement, il n'a pas la possibilité de le faire avec sa propre carte. Il doit demander qu'on lui ouvre la porte. C'est une séparation des pouvoirs. Oui, ils sont invités par le Parlement. Moi, je ne peux pas aller non plus au château et dire bonjour. Non, mais ça pourrait être une interpellation. Il y a eu, bien sûr, mais on a des commissions de surveillance qui sont la COGES et la COFIN, qui sont organisées justement pour contrôler, pour surveiller. Eh bien justement, la COGES et la COFIN, la semaine passée... Elles vont le faire. Elles vont le faire. Il y a une commission qui a été nommée, qui reprend des membres de la COFIN et de la COGES. C'est là où on en est actuellement au sein du Parlement. Vous faites partie, sauf erreur, de cette fameuse COFIN. Vous allez faire partie de cette commission? Alors ça, c'est pas encore du tout décidé. Il y a des tractations qui vont se faire. Je ne peux absolument pas vous dire. D'accord, des tractations au sein de votre parti déjà? Il faut définir les proportions, le nombre de personnes. Je crois que même le nombre de membres de cette commission n'est pas encore défini. Donc, il y a 11 et 13, sauf erreur. Voilà. Mais sauf erreur, au sein de votre commission, chez les socialistes du district, il y a aussi Alexandre Démétriades qui on prête aussi des ambitions. Est-ce que, quelque part, ça fait quand même, malgré tout, pas votre jeu politique? Je crois que ce n'est pas lié aux ambitions. Ce qui est vrai, c'est que M. Démétriades devait reprendre le département des finances et de l'agriculture en tant que sous-commissaire. Et puis, voilà, aujourd'hui, on doit se réorganiser aussi à l'interne de la commission des finances pour voir comment ça va suivre. Et où vont aller les départements et comment vont suivre les commissaires rattachés à ces différents départements. Alors, ça, on attend. Cette commission, sauf erreur, elle doit rendre un rapport pour décembre 2025, c'est ça? Avant décembre voilà. 2025. On s'approche quand même gentiment des élections. Est-ce que ça va influer là-dessus ou pas? À mon avis, ce qui va surtout influer, c'est qu'en fait, en même temps, vous faites une espèce de commission pour essayer d'établir les faits, quelque chose d'un petit peu juridique, on va dire ça comme ça. Et puis en même temps, il y a toujours des arrière-plans politiques qui sont difficiles à enlever parce que, la preuve, chacun a un petit peu ses biais politiques, donc qui vont plutôt charger d'un côté ou plutôt de l'autre. Je pense que c'est très bien qu'il y ait cette commission qui fasse son travail. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrivera à être totalement éclairé. On n'apprendra pas grand-chose, c'est ce que vous dites. À la fin de la commission, parce que je pense que ça risque quand même d'être compliqué. Voilà. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'extrêmement neutre, mais je pense que ça dépendra aussi de la manière dont le Conseil d'État va maintenant essayer de résoudre la crise. Si ça se calme, qu'ils arrivent à se répartir les départements de manière équitable, on va dire, et puis que chacun arrive à retrouver un mode de travail. Il faut retravailler sur la confiance. Moi, je ne sais pas s'il faut leur envoyer un coach, ou je sais pas, un prêtre ou un pasteur, mais en tout cas, je pense que quelqu'un doit essayer de recréer quelque chose, parce qu'il y avait... S'il n'y avait pas eu... Enfin, maintenant, il y a un problème aussi relationnel, donc il faut essayer de remettre ça en place. Et je pense que le contenu du rapport sera beaucoup influencé par l'ambiance générale du Conseil d'État. Moi, je veux dire, juste pour on va arriver sur la conclusion bientôt. Allez, M. Studer. C'est comme quelqu'un qui a été choisi. Juste, il a un parcours dans notre pays, je ne vais pas le répéter, parce que je crois que ça se fait de le faire à front, où je pense qu'il n'y a guère mieux que M. Studer pour aller faire un rapport justement sur l'aspect des finances dans un canton, et puis le rapport qu'il y a avec le Conseil d'État et puis son administration. Je pense que mieux que lui, c'est difficile. Voilà, juste pour dire ça, c'est un choix qui a été fait sur l'ensemble. Donc, M. Poggia, très bien, mais M. Poggia occupe les oignons, et puis on s'occupe des nôtres, puis c'est très bien comme ça. Et puis le calme, il ne doit pas se retrouver qu'au sein du Conseil d'État, mais aussi au sein du service, parce que je crois quand même qu'il y a eu des dégâts.
au département des finances. Il y a eu Oui, des burn-out, il y a eu énormément de pression. Et on peut aussi comprendre que si vous avez une directrice de l'administration fiscale qui se fait demander des éléments qui sont a priori pas légaux, puis d'autres un peu oui quand même, et puis on peut bien imaginer qu'au bout d'un moment, mise sous pression, elle décide de tout bloquer. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et parfois, des choses, elle n'aurait pas dû bloquer, d'autres choses, elle aurait dû bloquer. Je ne suis pas sûr que toutes les mises à l'arrêt maladie soient dues à Mme Ditli. Voilà, pour dire les choses poliment. C'est ce qu'une commission pourra peut-être mettre en avant. C'est pour ça qu'elle n'est pas inutile. On arrive au terme de cette émission. On peut en parler encore des heures. Vous voyez que finalement, ce n'est pas un dossier si froid que ça. Je vous réinviterai très volontiers une prochaine fois pour en reparler. Mais en faisant un dernier tour de table, alors, si je comprends bien, Mélie Cherboin, pour vous, c'est l'impact... on va dire, sur les employés, on va dire l'impact social qu'il faut retenir et qu'il faut surtout régler. Alors, l'impact social, et puis en effet, assurer quand même une certaine équité de traitement entre toutes les personnes qui payent des impôts. Je pense que ça, c'est la première chose à retenir. Et je continue dans l'ordre de présentation. Maurice Trebeau, pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut surtout... on veut vraiment retrouver du calme très rapidement. Nous, on veut soutenir Mme Ditli. Jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, non, pas jusqu'au bout. Non, on est très attentif. J'ai dit, elle était maladroite, on lui fait encore confiance, mais on veut aussi que les 6 autres conseillers d'État retrouvent cette confiance, qu'elle soit réciproque et puis qu'ils puissent vraiment recommencer à retravailler ensemble. Je pense vraiment à la capacité de l'humain de rebondir. Faire confiance à l'humain. David Fogel, alors vous, faire de la place au sein du département des finances et les remettre au pas. C'est ça la conclusion ? Non, c'est pas ça. Mais en l'occurrence, je pense qu'il il faut que humainement, ils arrivent à se reparler, en fait, parce que c'est ça le cœur du problème. Cela dit, il y a une affaire politique derrière et je pense que c'est des divergences politiques qui ont amené vers les divergences qu'on a actuellement, ce qui est pas très simple. Madame Ditli a fait des erreurs, cela dit, elle les a admises, contrairement à d'autres. Et puis, je vous invite à relire le rapport Studer, si jamais ça vous intéresse, parce que vous verrez que... des insomnies dans la nuit. Exactement, et ça disculpe quand même beaucoup Madame Ditli et ça charge beaucoup l'administration fiscale. Hein. Voilà, ce qui est dit Pierre-André Romanens. Je crois que tout a été dit à peu près, en tout cas. Simplement, on a un conseil d'État de 7 personnes qui s'entendent bien au départ. Ça se voit, ça transpire, en tout cas. Moi, je le ressens très fortement. On voit qu'il y a une entente, on voit qu'ils partagent les choses. Puis là, tout d'un coup, il y a cette rupture aujourd'hui qui est là, c'est triste, mais il y a toujours 6 qui fonctionnent bien. Moi, je l'ai encore vu aujourd'hui, ça marche, et ils se parlent, je crois qu'ils communiquent. C'est des gens de bonne composition, ils ont une grosse expérience politique, ils arrivent là pour, chez moi, voilà. Et garder confiance en garder la confiance politique. Et tout. Je crois que c'est Mme Ditli qui doit faire l'effort aujourd'hui de tirer les conséquences de ce qui s'est passé, ce qu'elle a aussi amené, et puis de retrouver cette équipe, et puis de revenir dans ce groupe-là. C'est plutôt dans ce sens-là que ça doit aller. Et je pense que les 6 fonctionnent à merveille aujourd'hui. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Les 6 fonctionnent à merveille aujourd'hui. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de FC Politique. Voilà, je pense qu'on a bien compris un peu l'atmosphère qui prévaut dans cette affaire, ainsi que les positions de vos différents partis. Merci de vous être exprimés sur cette affaire qu'on suivra bien évidemment. Et moi, dès la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de FC Politique. Alors à mardi.